Si je vous montre ces gars-là, même sans être fan de NBA, je pense que vous les connaissez. Et si je vous montre ces joueurs-là alors? Ah, tout de suite, c'est un peu plus compliqué. Pourtant, tous les joueurs que vous venez de voir ont été, à un moment de leur carrière, comparés à Michael Jordan. On adore faire ça en NBA. Dès qu'un mec a un peu de potentiel, on essaie de lui trouver un équivalent. Un grand, musclé qui ne tire pas trop de loin, le nouveau Giannis. Un mec de 2 mètres, costaud qui peut jouer meneur, le nouveau LeBron James. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais on va pas se mentir, c'est assez rare que le joueur en question atteigne le niveau promis. Dans le cas du numéro 23 des Bulls, personne, ou pas grand monde en tout cas, n'a pu lui arriver à la cheville. Et pourtant, je peux vous dire que des futurs Michael Jordan, on en a vu passer beaucoup. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour retracer la carrière de ceux que l'on annonçait comme les futurs Michael Jordan. Avant de se lancer dans le vif du sujet, laissez-moi vous parler de la marque qui sponsorise cette vidéo, Surfshark VPN. Surfshark, c'est un peu comme la défense des Pistons 2004. Quelqu'un essaie de voler vos données? Bam, c'est dehors. Quelqu'un veut suivre votre historique de navigation? C'est non. Mais le gros point fort, c'est aussi de pouvoir se localiser partout dans le monde et de pouvoir accéder gratuitement à du contenu disponible dans d'autres pays. La Formule 1, c'est disponible sur Netflix en Belgique. La WWE, pareil aux États-Unis. Et pour mes fans de NBA, évidemment je vous oublie pas, il y a tout un tas de documentaires incroyables sur ESPN ou sur Disney+. Et puis si vous partez en voyage aux États-Unis, vous pourrez utiliser votre NBA League Pass français. Normalement, c'est impossible. Et si vous voulez partager avec toute votre famille, aucun souci. Avec un seul abonnement, tu peux couvrir un nombre illimité d'appareils. Alors si vous hésitiez encore, n'attendez plus. Vous avez 4 mois offerts en suivant le lien dans la description ou en utilisant le code REVERSE. Et en plus, si vous n'êtes pas satisfait, vous avez 30 jours pour changer d'avis. Je remercie encore Surfshark VPN de m'accompagner aujourd'hui et je vous souhaite une bonne vidéo. Pour le premier garçon que je vais vous présenter, on va retourner en 1992. À ce moment-là, ça fait déjà 8 ans que Jordan maltraite la NBA. Et ça ne fait plus aucun doute, c'est lui le visage de la ligue. Les bagues de champion s'enchaînent, les titres individuels aussi, et tout le monde se demande, mais qui va pouvoir arrêter la bête? Cette année-là à la draft, on voit débarquer tout un tas de garçons très intéressants. Shaquille O'Neal côté Orlando, Christian Laettner, fraîchement champion olympique justement aux côtés de Jordan, ou encore Alonzo Mourning. Et alors qu'on a une grosse domination des joueurs intérieurs, à la 12e place, on a la sélection d'un arrière, un certain Harold Miner. Peut-être que son nom ne vous dit pas grand chose, mais c'est finalement assez simple de le décrire. Vous prenez Michael Jordan, vous le mettez gaucher, et hop, vous avez Harold Miner. Alors j'abuse, mais il y a quand même beaucoup de points communs. Les deux mesurent à peu près 1,98 m. En ce qui concerne les stats à l'université, on a 2 gros scoreurs, 2 finisseurs d'exception qui peuvent écraser le défenseur adverse ou terminer en finesse, 2 numéros 23. Bref, la comparaison avant l'entrée en NBA est évidente. Et juste pour vous montrer à quel point cette histoire va loin, on se permet quand même de surnommer Harold Miner Baby Jordan. Mais vous allez voir, c'est pas tout le temps bon signe quand ça se passe comme ça. Dès sa première saison, Miner va montrer des choses pas inintéressantes sur le parquet. La mentalité de scoreur est toujours là, la finition aussi, mais c'est pas si évident de s'en sortir avec une équipe du 8 plus que moyenne. Alors certes, les stats vont être bien moins glorieuses que Jordan lors de sa première saison, mais on se dit, pourquoi pas, c'est un bon début. On aurait pu avoir un petit espoir. Et comment dire, au bout de 3 saisons, le futur Michael Jordan est complètement tombé dans l'oubli. Alors oui, c'est cool, il va remporter 2 concours de dunk et ça lui fait encore un point commun avec Jordan, tiens. Mais sur le terrain, c'est dur. Tellement dur que Miami va décider de se séparer de lui dans un trade avec Cleveland et malheureusement, rien ne va s'arranger. 19 petits matchs et puis s'en va pour un garçon qui n'aura jamais réussi à répondre aux attentes. À 24 ans, le genou commence à faire des siennes et après une saison finale à 3 points de moyenne, fin de carrière pour Harold Miner. Après un essai infructueux à Toronto l'année suivante, il décidera tout simplement d'arrêter le basketball. Ça faisait beaucoup de pression sur ses épaules.
Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de détails sur sa nouvelle vie, il est resté quand même assez discret. Mais s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que chez les minors, le sport, on a ça dans le sang. Sa fille Camille est une joueuse pro de volleyball et elle a même fini championne du monde U19 avec les États-Unis. Mais pour revenir sur papa, des mots de son coach à l'université, j'ai toujours pensé que la pire chose qui soit arrivée à Harold, c'est d'avoir reçu le surnom Baby Jordan. Pour le joueur suivant, je pense que vous le connaissez tous, on va parler de Kobe Bryant. Il a débarqué en NBA en 1996, donc plus sur la fin du prime de Jordan, et on a vécu en quelque sorte un passage de flambeau entre les deux. En 1998, lors du premier All-Star Game de Kobe, c'était Jordan qui s'en allait vers son 3e titre de suite, et en 2003, lors de sa tournée d'adieu, on va dire ça comme ça, c'était le joueur des Lakers qui venait de faire le même exploit. Dès le début, on a senti que le garçon avait quelque chose de spécial. Mais honnêtement, rien n'aurait pu lui prédire une telle carrière. Au départ, on avait un jeune arrière explosif qui pouvait rappeler Jordan. Fin, aérien, puissant, avec une palette offensive pas encore tout à fait complète. Ensuite, on a eu le droit à une période où il s'est imposé comme une superstar aux côtés de Shaquille O'Neal. Puis quand il a pris son envol, toujours chez les Lakers, on l'a vu devenir petit à petit l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le palmarès parle de lui-même de toute façon. 5 fois champion, 18 fois All-Star, multiples fois présent dans les All-NBA Teams, une seule fois MVP, c'est surtout ça qui le différencie de Jordan, mais sinon Kobe a presque tout gagné durant sa carrière. Pour moi, ce qui me frappe le plus, c'est aussi la détermination sur le terrain. Quand il fallait aller chercher le petit supplément d'énergie, les deux étaient là. Et puis il y a plein de petits éléments qu'on peut rajouter, les fade-away, le côté clutch, les highlights. Et puis l'un comme l'autre, ils ont eu ce côté icône que tu retrouves pas chez toutes les grandes stars. Si on demande à quelqu'un dans la rue, est-ce que tu peux me citer un joueur de basket ? Va y avoir du Jordan, va y avoir du LeBron, mais je suis assez persuadé que Kobe va pas être loin derrière. Globalement, la comparaison était évidente en arrivant dans la ligue et maintenant que leur carrière est finie, on peut le dire, Kobe est le joueur qui s'est le plus rapproché de Jordan dans toute l'histoire. En ce qui concerne l'après-carrière, il aurait sûrement gardé un lien très étroit avec la NBA ou la WNBA, que ce soit dans le coaching ou dans le management, comme son idole Michael Jordan finalement, mais malheureusement, monsieur est parti trop tôt. On va enchaîner avec un joueur que j'aime beaucoup, vous le savez si vous suivez la chaîne depuis longtemps, Vince Carter. Pendant un moment, on a cru que Vince allait devenir le nouveau Michael Jordan. Ça n'a pas duré longtemps, je vais vous expliquer pourquoi, mais la carrière avait démarré très fort. Ce qui rapproche les deux joueurs, avant même de parler du jeu, c'est la fac dans laquelle ils sont allés. Les deux ont fréquenté UNC, l'une des universités les plus réputées du pays, et malgré leurs 14 ans d'écart, ils ont connu le même coach. Je vous présente Monsieur Dean Smith, légende du basket universitaire, que ce soit l'un ou l'autre, il parle de lui comme d'un second père. Sans lui, peut-être, sûrement même j'ai envie de dire, que leur carrière aurait été différente. Mais passons maintenant au côté NBA. Après avoir obtenu le titre de rookie de l'année, les deux hommes ont vécu une ascension fulgurante. Statistiquement ou dans l'impact, ce sont devenus les meilleurs joueurs de leur équipe en seulement quelques mois. Pour Vince, on est au début des années 2000, les Toronto Raptors deviennent une équipe sérieuse et on se dit que là, on assiste à quelque chose de grand. Pourtant, la meilleure saison en carrière de Vince Carter, c'est la 2000-2001. Ça va rester un joueur sérieux pendant très longtemps, attention, mais juste, il ne s'approchera jamais du niveau de Jordan. Le climax de sa carrière, c'est cette demi-finale de conférence perdue contre Philadelphie et le concours de dunk. Après 6 grosses années passées du côté de Toronto, Vince va décoller direction le New Jersey et réaliser 5 grosses saisons avec les Nets où on aura la fin de son prime. Entre 21 et 27 points de moyenne avec des posters incroyables, franchement, c'était génial. Par la suite, il va encore beaucoup apporter en sortie de banc, voyager dans plein d'équipes différentes à travers les États-Unis sans jamais disputer une seule finale NBA.
Et c'est ça Vince Carter. 22 saisons dans la ligue, comme Jordan, des milliers de points marqués, des highlights de folie, mais pourtant il aura eu si peu de succès collectif. C'est triste. Depuis sa fin de carrière en 2020, Vince est resté assez proche de la NBA. Il a eu un rôle d'ambassadeur important, notamment lors des matchs à Abu Dhabi et à Paris. Il a passé 3 ans en tant qu'analyste chez ESPN, et puis dernièrement, on l'a vu devenir actionnaire des Buffalo Bills, une équipe de football américain. À l'image de sa carrière, il bouge, il fait pas mal de choses, mais on ne sait pas encore s'il va choisir une voie en particulier. En tout cas, Vince, immense légende, bien en dessous des accomplissements de Jordan évidemment, mais dans mon cœur, inégalable. Dans la série des gros arrière-scoreurs qui ont joué dans la même fac que Jordan, je vous présente Jerry Stackhouse. Tout comme Michael, gros prospect, gros scoreur à l'université, beaucoup considéraient même qu'il n'avait pas vu un joueur aussi fort depuis Jordan à North Carolina. Sélectionné en 3e position de la draft, le pauvre a eu le malheur de se retrouver chez les Philadelphia 76ers au milieu des années 90, qui étaient, on va pas se mentir, un peu dégueu. Ensuite, ils ont connu Allen Iverson et ça s'est peut-être un petit peu mieux passé. Mais justement, puisqu'on parle de lui, Allen Iverson a peut-être précipité le départ de Jerry. En 98, les deux hommes sont en passe de devenir le futur de leur équipe, mais problème, les deux joueurs occupent à peu près le même poste. Stackhouse va donc faire ses valises direction Détroit et on va assister à un vrai coup d'arrêt. Les Pistons ont une équipe avec des joueurs bien plus établis et la présence de gros vétérans pousse malheureusement Jerry sur le banc. Pour autant, il ne va pas se laisser abattre. Et après 2 saisons là-bas, monsieur va totalement exploser aux yeux du grand public et enfin révéler son plein potentiel. On parle quand même de 30 points, 4 rebonds et 5 passes de moyenne. Le type de saison à la Jordan. Mais bon, voilà, ce qui différencie les grands joueurs des légendes, c'est de pouvoir maintenir ce niveau de jeu sur plusieurs années. Comment vous dire que Stackhouse ne se rapprochera plus jamais de ce genre de moyenne durant sa carrière? Après une nouvelle saison dans le Michigan, transfert direction Washington, et ce qui est quand même fantastique, c'est que le meilleur coéquipier de Stackhouse à ce moment-là, c'est Michael Jordan. Un Jordan fatigué de presque 40 ans, qui tire sa révérence et qui pourtant produit encore beaucoup. D'ailleurs, c'est pas une dinguerie de dire qu'il fait une meilleure saison que Stackhouse cette année-là. À la suite d'un exercice 2003-2004 écourté par une blessure au genou, le retour à la compétition va être bien différent. Fini le temps où il était titulaire d'équipe moyenne. Lors de son arrivée à Dallas, Stackhouse va définitivement s'installer en tant que 6e homme. Elles sont bien loin les heures où on le comparait à Michael Jordan. Et avec tout ça, les années passent. Jerry vieillit, son niveau de jeu baisse et il finira bazardé à droite à gauche pour jouer les vétérans un peu partout dans la ligue. Monsieur n'est pas resté très longtemps loin de la NBA puisque dès sa fin de carrière, il est devenu assistant coach des Raptors puis des Grizzlies. Ensuite, petit passage en tant que coach principal en NCAA. Sans vous mentir, pas un souvenir exceptionnel, mais depuis cette année, il se retrouve sur le banc des Warriors aux côtés de Steve Kerr. Est-ce qu'il a toujours des ambitions de devenir coach principal? On verra, mais à l'heure actuelle, il apprend aux côtés des meilleurs. Felipe Lopez, c'est un nom qui ne doit pas parler à beaucoup de gens et c'est normal en vrai parce que sa carrière NBA a été très éphémère. Pourtant, avant même d'arriver à l'université, il faut savoir que le garçon était surnommé le Jordan dominicain. Rien que ça. Pour vous retracer son parcours, il faut retourner à New York au début des années 90. Dominicain de naissance, Felipe est arrivé sur le sol américain à l'âge de 14 ans avec un seul rêve en tête, jouer en NBA. La hype au lycée, mais on se rend pas compte de l'événement que c'était à New York quand Felipe jouait au basketball. LeBron, Zion, c'était ce genre d'attente qu'on avait. Et je le rappelle, dans les années 90. Après avoir remporté tous les trophées possibles, que ce soit collectivement ou individuellement, Felipe est considéré comme le meilleur prospect des États-Unis, devant même un joueur comme Allen Iverson. Et les attentes sont tellement énormes qu'il en vient même à faire la couverture de Sports Illustrated à seulement 17 ans. Son style de jeu très aérien, son profil très longiligne rappelle évidemment Michael Jordan. Et toutes les universités du pays, même les plus grosses, veulent se l'arracher.
Malgré toutes les sollicitations, son objectif est de rester fidèle à l'endroit qu'il a accueilli et il va s'engager dans une université new-yorkaise, St. John's. L'aventure là-bas va être un poil plus compliquée que prévu. Avant les années 2000, c'est presque la norme de faire 3-4 années avant d'intégrer la NBA. Et Felipe ne va pas réussir tant que ça à justifier la hype. Réussite au tir compliquée, stats qui régressent ou presque chaque année, la domination vue au lycée ne s'est pas tellement retranscrite au niveau supérieur. Lors de la draft 1998, Felipe Lopez va être choisi par les San Antonio Spurs en 24e position, puis transféré dans la foulée en direction de Vancouver. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, l'histoire va se répéter. Première année encourageante, on a presque 10 points de moyenne, et puis c'est tout. Transféré au bout de seulement 2 ans, blessé très souvent, trop souvent même, il terminera sa carrière dans l'anonymat le plus total au bout du banc des Timberwolves en 2002. En le voyant comme ça, impossible de dire que 10 ans auparavant, on le mettait au même niveau que Michael Jordan. Si vous voulez en apprendre plus sur son histoire qui est tellement plus dense que ce que je viens de vous raconter, je vous conseille vraiment le documentaire d'ESPN 30 for 30 qui s'appelle The Dominican Dream. Je dis ça, je dis rien, avec un abonnement Surfshark VPN, vous pouvez le regarder. C'est vraiment poignant comme histoire. Vous savez, Michael Jordan a beau ne plus faire partie de la NBA depuis plus de 20 ans, aujourd'hui on a toujours des joueurs considérés comme ses dignes héritiers. DeRozan, Butler, Kawhi, chacun dans leur style, ils ont de grosses similitudes avec lui. Mais celui qui symbolise le plus la nouvelle génération, c'est certainement Anthony Edwards. La NBA évolue à une vitesse folle, donc évidemment son jeu est différent de celui de Jordan, lui qui est arrivé en 2021. Par contre, ce qu'on ne peut pas retirer aux deux hommes, c'est que niveau finition près du panier, ça pique. For Utah, Edwards gets it back and threw it down. L'un comme l'autre, et dès leur première saison, on a compris que 30 cm de plus ou pas, le défenseur d'en face n'est jamais à l'abri. Alors oui, Edwards est au-dessus en ce qui concerne le tir à 3 points, mais comme j'ai dit juste avant, c'est aussi l'évolution du jeu qui veut ça. Par contre, Jordan était un bien meilleur défenseur, et ça, je pense que ça ne changera jamais. Ça peut paraître bête aussi, mais il y a une ressemblance physique entre les deux. Et quand on l'a vu sur le parquet, avec des moves qui rappellent Jordan, les gens n'ont pas mis bien longtemps à faire le rapprochement. Il y a encore beaucoup de chemin pour qu'un jour Anthony Edwards atteigne le niveau de Jordan. On va lui laisser du temps, il a encore pas mal de belles années devant lui. Maintenant, à lui de nous montrer que les comparaisons sont justifiées. Pour finir cette vidéo, je vous propose qu'on parle d'un très gros point d'interrogation. En 1994, alors qu'Harold Miner est déjà sur la pente descendante, que Kobe Bryant et Felipe Lopez ne sont encore que des adolescents, la NBA découvre un talent unique, Grant Hill. Un fort scoreur, issu d'une grosse fac, champion NCAA, sélectionné en 3e position de la draft, est-ce que ça nous rappellerait pas un certain Michael Jordan ? Après une saison compliquée dans les bas-fonds de la conférence Est, les Detroit Pistons vont déjà retrouver un joueur sur lequel baser toute leur reconstruction. Certaines équipes tâtonnent pendant plusieurs années avant d'enfin obtenir la perle rare, mais là, dès la saison rookie, on se dit « Ok, là, on a devant nos yeux le futur de l'équipe. Le handle est très bon pour quelqu'un de sa taille, et puis ça monte au panier avec une facilité déconcertante. » Chose que très peu de joueurs arrivent à faire, il va devenir All-Star dès sa première saison dans la ligue, arrivant 3e au vote de la conférence Est, juste derrière un certain Michael Jordan, ça ne s'invente pas, et les Pistons vont commencer à devenir une équipe sérieuse dans les années qui vont suivre. Et puis, les statistiques de Grant Hill augmentent. On est bien loin des standards de Jordan, mais il prend plus de rebonds, il fait plus de passes, c'est devenu un top joueur de NBA. En 2000, on va assister à la saison de la confirmation. 26 points, 7 rebonds, 5 passes décisives de moyenne. Collectivement, le succès n'est pas encore là, mais le joueur en lui-même devient monstrueux. Ce sera le dernier pic de sa carrière. Après un trade qui va le propulser en direction d'Orlando, tout va changer.
La promesse en Floride, c'était un duo explosif composé de Grant Hill et Tracy McGrady, un duo pour aller chercher le titre, mais on ne verra rien de tout ça. Après avoir mal soigné une blessure à la cheville, l'ancien ailier des Pistons va rechuter encore et encore, frôlant même la mort à cause d'une infection en 2003. Vous voulez savoir combien de matchs Grant Hill va jouer durant cette période ? 47. 47 matchs en 4 ans. C'est terrible. Par la suite, les comparaisons de début de carrière avec Michael Jordan deviendront juste un lointain souvenir. L'objectif, ce n'est plus de redevenir le joueur aérien, scoreur qu'on a connu à l'époque, mais c'est juste d'être en forme et de jouer au basket. On peut dire que ça va être un pari réussi avec un retour sur les parquets à Orlando, puis un super passage à Phoenix. Au total, 9 années supplémentaires avec du 12, 15 points de moyenne tous les soirs et de la bonne défense. Au final, il ne sera jamais devenu le nouveau Michael Jordan et on peut avoir beaucoup de regrets, mais dans son cas, la deuxième partie de carrière a été magnifique. Chapeau, monsieur Grant Hill. Évidemment, il y a eu une tonne de joueurs qui ont été comparés à Michael Jordan au début de leur carrière. J'ai envie de dire que presque tous les ans, il y en a de nouveaux. Mais comme on l'a vu, être comparé à Sa Majesté ne garantit pas toujours d'avoir une longue et riche carrière. C'est une pression énorme et il y a certains joueurs qui n'arrivent tout simplement pas à le supporter. Souvent imité, jamais égalé, ce n'est pas pour rien que Michael Jordan est considéré comme le GOAT. À moins que